Chunk One. Lemmy Kilmister a passé 40 ans comme la voix la plus forte du rock and roll. Mais derrière le blouson de cuir et les cigarettes se cachait un homme qui détestait sincèrement certains des plus grands noms de la musique. Il appelait les Rolling Stones les « fils à maman » et interdisait à certains groupes de se présenter devant lui. En 2004, il s'est tellement disputé avec un groupe célèbre que la sécurité a dû les séparer. Sa colère était plus profonde que la musique. Elle venait de la trahison, d'avoir été expulsé à une frontière allemande pendant que ses camarades de groupe regardaient. Les querelles qu'il a entamées dureraient jusqu'à son dernier souffle en 2015. Ian Fraser Kilmister est né la veille de Noël 1945 dans la ville de Stoke-on-Trent, en Angleterre. Mais à peine 3 mois après sa naissance, son père est parti. Il avait été pianiste de concert et aumônier de l'armée de l'air. Mais pour le jeune Ian, il n'était qu'un fantôme. Sa mère, June, a été laissée seule pour l'élever avec l'aide de sa grand-mère. La vie a semblé instable dès le début. Quand Ian a eu 10 ans, sa mère a épousé un homme nommé George Willis, un ancien joueur de rugby. Il a amené 2 enfants de son mariage précédent. Ian ne les a jamais aimés. La famille a ensuite déménagé dans une ferme tranquille à Benlech, sur l'île d'Anglesey, au pays de Galles. Mais ce nouvel endroit n'a pas apporté la paix. Il n'a fait que le faire se sentir davantage comme un étranger. Il est allé dans une école à Amlwich, où il était le seul garçon anglais parmi des centaines d'enfants gallois. Le harcèlement était incessant. Les enfants se moquaient de lui, le repoussaient et lui donnaient l'impression qu'il n'avait pas sa place. C'est à cette époque qu'il a reçu le surnom de Lemmy. Personne ne s'accorde sur la façon dont cela a commencé. Certains disaient que c'était parce qu'il demandait toujours aux gens de lui, Lemmy, 1 livre jusqu'au vendredi pour nourrir sa dépendance aux machines à sous. Lemmy lui-même a admis plus tard qu'il ne se souvenait même pas d'où venait ce nom. Mais il est stressé, ça lui restait, et les cicatrices aussi. Il a rapidement été expulsé. Le monde avait déjà décidé qu'il était un inadapté. Alors, il s'est penché sur cela. Tout a changé en 1963 lorsqu'il a vu les Beatles en direct au Cavern Club. Il avait 16 ans et les regarder de près l'a ébranlé jusqu'à la moelle. Gimmel Hunk 2. Il est rentré chez lui et a commencé à apprendre à jouer de la guitare en copiant chaque note de leur premier album, Please, Please Me. Il a dit que les Beatles n'étaient pas hissés en passé, n'est pas doux comme les gens le pensaient. C'était des garçons durs de Liverpool qui pouvaient tout va se défendre dans la rue. Il a appelé les Rolling Stones des fils à maman en comparaison. Ce concert a été le moment où il a su ce qu'il voulait faire de sa vie. Vers le même âge, Lemmy a également découvert les filles. Les adolescentes en vacances à Anglesey sont devenues ses premières véritables expériences romantiques. Une fille de Stockport a tout changé pour lui. Après son retour chez elle, il l'y a suivi. Il n'avait que 16 ans et était déjà prêt à courir après ce qu'il voulait, même si cela signifiait laisser toute sa vie derrière lui. Ce déménagement n'était pas seulement une question d'amour. Il s'agissait de s'échapper. C'était le début d'un schéma. Courir après la musique, courir après les femmes et ne jamais regarder en arrière. Mais s'enfuir ne signifiait pas que la vie devenait plus facile. Après avoir abandonné l'école, Lemmy a vécu à la limite du sans-abrisme. Il a travaillé dans des usines brutales dans les années 1960 juste pour survivre. L'un d'eux était dans une usine d'appareils Hot Point à Conway. Il a également nettoyé des écuries et a accepté tous les emplois qu'il pouvait trouver. Mais il n'a jamais lâché son rêve. Il jouait de la guitare à chaque moment libre qu'il avait. Cette faim, cette pauvreté extrême lui ont donné ce genre de tranchant qui l'a connecté aux fans de la classe ouvrière pour le reste de sa vie. En 1964, quand il avait 19 ans, il a finalement commencé à se produire dans des groupes. Il a rejoint 2 petits groupes de shaitisme de R&B, The Rainmakers et The Motown Sect, jouant dans des pubs et des clubs dans le nord de l'Angleterre. Les concerts étaient sales, la paix était basse et la foule était agitée. Les combats étaient normaux. La musique n'a jamais mené à rien commercialement. Aucun des groupes n'a été signé.
Lemmy s'en fichait. Il apprenait. Chunk 3. Il a réalisé que la plupart des groupes échouent, mais il n'allait pas s'arrêter. Puis, en 1967, il a obtenu le travail qui a tout changé. Il a déménagé à Londres et est devenu roadie pour The Jimi Hendrix Experience. Pendant 8 mois, Lemmy a travaillé en étroite collaboration avec Hendrix et a partagé un appartement avec Noel Redding et le road manager. Il a installé le matériel, manipulé les amplis et a observé le génie de près. Il a également vu le chaos, la drogue, la pression, le burn-out. Il a dit que Hendrix lui avait fait réaliser qu'il ne serait jamais aussi bon à la guitare. Il a donc commencé à envisager de passer à la basse. Mais avant d'y arriver, quelque chose a failli le tuer. Une amie infirmière avait volé ce qu'elle pensait être de la speed sur son lieu de travail, et Lemmy en a pris une énorme cuillerée. Mais ce n'était pas de la speed, c'était de l'atropine, et il en a pris 200 fois la quantité sûre. Il a eu des hallucinations sauvages, serrant une télévision dans ses bras et lui parlant comme si elle était vivante. Quand il s'est réveillé à l'hôpital, les médecins lui ont dit qu'il avait à peine survécu. Pendant des semaines, il a continué à voir des choses qui n'étaient pas réelles, des pages dans des livres qui n'existaient pas. Cela ne l'a pas effrayé des drogues, mais cela l'a rendu plus prudent. En 1965, Lemmy a rejoint un groupe appelé The Rockin' Vickers. Ils portaient des costumes fous sur scène et sont même devenus le premier groupe britannique à faire une tournée en Yougoslavie communiste. Ils ont enregistré 4 singles, dont un avec le célèbre producteur Kjell Talmy, et ont attiré l'attention en Finlande, mais aucune de leurs chansons n'est devenue un grand succès au Royaume-Uni. Après 3 ans de labeur acharné, le groupe s'est séparé en 1968. C'était le premier vrai avant-goût de l'échec de Lemmy dans l'industrie musicale, et ce ne serait pas le dernier. Il y avait aussi une histoire plus personnelle cachée dans ses premières années. Quand Lemmy avait seulement 17 ans, il a mis une fille nommée Cathy enceinte. Leur enfant, Sean, a été donné en adoption. Lemmy était au courant de l'existence du garçon, mais n'a jamais pris contact. Dans des interviews ultérieures, il a minimisé l'affaire, disant que ce n'était pas grave et que grandir avec une mère célibataire était un assez bon début dans la vie. Mais au fond, cela reflétait sa propre enfance. Un père qui est parti et un garçon qui se demande pourquoi. Chunk 4. Lemmy n'a jamais essayé de contacter Sean. Cette blessure est restée ouverte. En 1971, tout a pris une autre tournure étrange. Hawkwind, un groupe de rock psychédélique, lui a demandé de se joindre à eux. Leur bassiste avait disparu avant un concert, alors Lemmy a pris le relais, même s'il n'avait jamais joué de basse de sa vie. Il était seulement venu auditionner en tant que guitariste, mais il ne voulait pas d'un autre guitariste. Ce qu'il voulait, bizarrement, c'était quelqu'un qui aimait la speed, la drogue. Lemmy était parfait. Il a pris la basse et a inventé son propre style de jeu en utilisant des accords et des rythmes lourds comme le ferait un guitariste. Cela ne ressemblait à rien d'autre. Cela ressemblait à Lemmy. En 1972, Hawkwind a sorti Silver Machine, leur plus grand succès de tous les temps étant. Il a grimpé à la 3e place des charts britanniques. Lemmy n'était même pas censé la chanter. Mais lorsque le leader du groupe est tombé malade, leur manager a choisi Lemmy à la place. Sa voix soul rauque a donné à la chanson son côté percutant. Ils l'ont enregistrée en direct pendant un spectacle au Roundhouse, alors que Lemmy était défoncé. La chanson a été rééditée plusieurs fois dans les années suivantes et a continué à figurer dans les charts, mais le succès a apporté des problèmes. Le style de jeu de Lemmy s'est heurté au son planant du groupe. Il voulait du grain, pas des synthés flottants. La tension n'a cessé de croître. Lemmy Kilmister a été renvoyé de Hawkwind en mai 1975 après avoir été arrêté pour possession de drogue au Canada. Il a dit plus tard qu'il l'avait viré parce qu'il prenait les mauvaises drogues. Mais au lieu de ralentir, Lemmy a agi immédiatement. Il a formé un nouveau groupe et l'a nommé Motorhead, d'après la dernière chanson qu'il a écrite pour Hawkwind. Sa vision était forte, rapide et sauvage. Il voulait que cela ressemble à un coup de poing au visage.
quelque chose de brut et dangereux comme MC5. Lemmy a fait venir Larry Wallace à la guitare et Lucas Fox à la batterie. Ils ont répété dans un endroit délabré à Chelsea et étaient tellement fauchés qu'ils ont volé du matériel dans le magasin de meubles au-dessus. Ils ont donné leur premier concert le 20 juillet 1975 en première partie de Greenslade au Roundhouse. Chunk 5. Presque personne ne regardait. Ils ont enregistré leur premier album On Parole en 1976 au Rockfield Studios, mais le label ne l'a pas aimé. Ils l'ont mis de côté pendant des années. Lemmy était anéanti, rien ne fonctionnait. Le groupe se désagrégeait. Lucas Fox n'était pas fiable et pendant ces mêmes sessions, Phil Taylor est venu pour le remplacer. Quelques mois plus tard, Fast Eddie Clarke a rejoint le groupe à la guitare. Et juste après cela, Wallace a démissionné. C'est ainsi que le trio classique est né. Lemmy, Eddie et Phil sont devenus l'âme de Motorhead. Pourtant, l'album est resté enfoui jusqu'à la fin de 1969, lorsque le groupe a finalement trouvé le succès. Au milieu de tout ça, Lemmy a failli mourir. En 1976, il a fait une overdose si grave que son sang ne pouvait pas être pompé. Il vivait d'un mélange de Jack Daniels, de speed et de cigarettes. Il a dit plus tard qu'il avait vu plus de 300 amis mourir à cause de la drogue. Cette année a failli le briser. Le groupe n'avait pas d'argent, pas de fans et pas de contrat d'enregistrement. Lemmy a pensé à abandonner, mais d'une manière ou d'une autre, il a continué. Leur premier grand concert a eu lieu en octobre 1975, lorsqu'ils ont fait la première partie de Blue Oyster Cult au Hammersmith Odeon. La salle n'était qu'à moitié pleine. Personne ne s'en souciait encore, mais ils étaient si bruyants et si rapides que les gens ont commencé à les remarquer. Les magazines de musique ne savaient pas quoi faire d'eux. En 1976, NME les a appelés le meilleur pire groupe du monde. Cela a fait mal, mais cela a aussi aidé. Ils construisaient quelque chose. En août 1977, leur premier album est finalement sorti. Pas On Parole, mais un nouveau appelé Motorhead. Il a été enregistré en quelques jours seulement. Chunk 6. Tout était brut et plein d'énergie. C'était la première fois que le monde voyait leur mascotte Warpig, Snaggletooth. L'album a atteint la 43e place au Royaume-Uni. Il était brut, bruyant et très réel. Soudain, ils étaient à la fois punk, metal et quelque chose d'entièrement à eux. Puis vint la véritable percée. En 1969, ils ont sorti Overkill puis Bomber. Les deux ont été classés. Ils ont tourné avec des légendes du punk comme The Damned. Lemmy a même joué avec eux brièvement. Le public s'est déchaîné. La basse de Lemmy était suspendue bas et sa voix sonnait comme du gravier et du feu. À présent, ils étaient connus, comme le groupe le plus bruyant du monde. Mais même avec leur ascension, les choses n'étaient pas faciles. Leur chanson la plus célèbre, Ace of Spades, est sortie en 1980. Elle a atteint la 15e place et en a fait des légendes. Mais Lemmy la détestait. Il l'a jouée tous les soirs, mais en a eu marre. Il a dit que les fans agissaient comme si c'était la seule chanson qu'ils avaient. Même si cela leur a apporté la gloire, il s'est senti piégé par elle. La même décennie, Lemmy s'est fait connaître pour autre chose, son style de vie sauvage. Dans les années 1980, il a dit qu'il avait été avec plus de 1000 femmes. Il a refusé de se fixer. Il était honnête à ce sujet aussi, écrivant dans ses mémoires qu'il avait une fois pleuré de joie après avoir vu une groupie de 16 ans se déshabiller devant lui. Ses nuits d'hôtel étaient remplies de femmes, de musique et d'alcool. Il traitait ces rencontres comme des trophées. En juin 1981, quelque chose d'incroyable s'est produit. L'album live de Motorhead, No Sleep Till Hammersmith, s'est hissé directement à la première place du classement des albums britanniques. Cela ne leur était jamais arrivé auparavant. La plupart des chansons ont été enregistrées au Newcastle City Hall quelques mois plus tôt, le 30 mars. Chunk 7. Les fans étaient bruyants. Le groupe était plus bruyant encore.
et on avait l'impression que rien ne pouvait les arrêter. Le single Motorhead de cet album a même grimpé à la 6e place du classement des singles britanniques le 3 juillet. Ce moment a été le sommet de leur carrière. Ils venaient de connaître le succès d'Ace of Spades en 1980 et ils étaient maintenant considérés comme des légendes du heavy metal. Des années plus tard, le Daily Telegraph a qualifié cet album de meilleur album live de tous les temps. Mais étrangement, Lemmy lui-même a dit un jour que ce n'était même pas son préféré. Pourtant, cette première place en 1981 était la preuve du chemin parcouru après 5 ans de tournées incessantes. Mais les choses ne sont pas restées parfaites longtemps. En mai 1982, leur formation classique s'est effondrée. Le guitariste Eddie Clark a soudainement démissionné au milieu de leur tournée américaine. Son dernier spectacle avec eux a eu lieu au New York Palladium le 14 mai. Tout a commencé à s'effondrer lors d'une session d'enregistrement avec Wendy O. Williams et son groupe The Plasmatics. Ils essayaient d'enregistrer un EP intitulé Stand By Your Man, et Eddie détestait tout cela. Il pensait que le chant de Wendy était affreux et il avait l'impression que le projet allait à l'encontre de ce que représentait Motorhead. Lemmy a dit qu'Eddie ne jouait même pas de guitare pendant la session, qu'il essayait juste de produire, tandis que d'autres guitaristes intervenaient. À un moment donné, Eddie est sorti du studio et a dit qu'il allait juste chercher de la nourriture, mais ils l'ont trouvé assis seul dans une autre pièce. Plus tard, Eddie a nié avoir démissionné de son propre chef. Il a dit « Remarquez, je n'appelle pas ça un départ car ce n'était pas mon choix. J'avais imaginé mourir sur scène avec Motorhead. » Après son départ, ils ont fait venir Brian Robertson de Thin Lizzy, mais tout le monde savait que c'était la fin d'une ère. 2 ans plus tard, en 1944, le corps de Lemmy a commencé à lâcher prise. Après des années de forte consommation d'alcool, il s'est effondré. Les médecins lui ont diagnostiqué un diabète. Il n'avait d'autre choix que de changer sa façon de boire. Il est passé du whisky à la vodka mélangé à du jus d'orange pour essayer de contrôler son taux de sucre dans le sang. Même alors, il ne s'est pas arrêté. Dans une interview de 2005, il a fièrement déclaré qu'il était le diabétique le plus ivre du monde, tout en se versant un autre verre. L'ironie était frappante. L'homme qui s'était fait un nom en vivant vite et en mourant jeune devait maintenant se modérer. Le diabète ça s'est resté avec lui pour le reste de sa vie, mais il a continué à tourner, à jouer, à boire. Chunk 8. Ce n'était que la première de nombreuses alertes sanitaires auxquelles il serait confronté. Mais, d'une manière ou d'une autre, il a continué. Il a réussi à atteindre l'âge de 70 ans, choquant tout le monde. Ce projet de 1982 avec Wendy O. Williams n'a pas seulement poussé Eddie à partir. Il a laissé une cicatrice permanente. Lemmy aimait les spectacles sauvages de Wendy sur scène. Elle avait l'habitude de tronçonner des guitares en deux sur scène, mais le reste du groupe ne voulait rien avoir à faire avec ça. Lorsqu'ils ont essayé d'enregistrer à Toronto, c'était un gâchis. Wendy n'arrivait pas à chanter juste et ils ont dû faire prise après prise juste pour s'en sortir. Même le producteur a ajouté du stress. Lemmy l'appelait en plaisantant « Evil Red Dick ». Ce n'était pas seulement un problème de studio. Ils ont également emmené le chaos sur scène. En 1945, Wendy s'est même produite en direct avec Motorhead au Camden Palace à Londres. Mais à ce moment-là, les dégâts étaient déjà faits. Eddie était parti et l'unité du groupe avait été brisée. Tout ce projet a révélé à quel point la vision de chacun était différente. Pourtant, Lemmy ne le regrettait pas. Il aimait travailler avec des gens qui repoussaient. Les poussait les limites, même si cela signifiait tout risquer. Puis est venue l'une des histoires les plus étranges que Lemmy ait jamais racontées. Dans des interviews de 1946, il a révélé quelque chose de 1980 que presque personne ne savait. Il avait fait une overdose d'héroïne. C'était choquant parce que Lemmy a toujours détesté l'héroïne. Il en parlait avec dégoût depuis le début des années 70. Il pensait que c'était misérable et sans joie. Mais en 1980, quelque chose a mal tourné.
Il s'est effondré et a semblé complètement sans vie. Ses amis ont pensé qu'il était mort. Ils ont même dessiné un contour à la craie autour de son corps comme sur une scène de crime. Chunk, 9. Puis, sorti de nulle part, Lemmy a ouvert les yeux et a commencé à rire. Tout le monde était stupéfait. Dans son livre White Line Fever, il a expliqué plus tard à quel point il détestait l'héroïne, la qualifiant de misérable et pas amusante du tout. Même en 1994, il a envoyé un fax disant que les toxicomanes à l'héroïne meurent toujours dans une mare de leur propre sang, avec des embolies derrière les genoux, et qu'ils vous brisent toujours le cœur. Cette overdose ne l'a pas fait arrêter complètement de prendre des drogues. Il a continué à prendre des amphétamines et à boire, mais il n'a plus jamais touché à l'héroïne. C'était l'un des moments les plus sombres des débuts du groupe, et cela a montré à quel point leur monde était réellement dangereux. Lemmy Kilmister n'a jamais eu peur de prendre des risques. En 1951, alors que le monde de la musique changeait rapidement et que le grunge balayait le glam metal, il a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a sorti le 9e album de Motorhead, intitulé 1916. Il y avait des ballades, des claviers et même des violoncelles. Un morceau, Love Me Forever, montrait un côté plus doux et le morceau titre parlait de soldats de la Première Guerre mondiale. Les gens ont été choqués. L'album est devenu un succès surprise. Il a atteint la 24e place des charts britanniques et a finalement placé Motorhead sur la liste du Billboard américain. La chanson The One to Sing the Blues a atteint la 45e place et l'album a été nominé aux Grammy Awards en 1992. Même si Metallica a gagné cette année-là, la nomination a prouvé que Lemmy, maintenant âgé de 46 ans, comptait toujours. Il pouvait évoluer, mais il n'a jamais lâché ce son brut de Motorhead. Les années 2000 ont été plus difficiles. Son corps se brisait après des années à le pousser à bout. En 2000, lors d'une tournée en Italie, il s'est effondré et a dû être hospitalisé. Il avait la grippe, de l'épuisement et une infection pulmonaire. En 2005, il s'est retrouvé à nouveau dans un hôpital allemand, cette fois à cause d'une grave déshydratation. La voix que tout le monde connaissait, ce fameux son rauque, s'effondrait. Lemmy fumait depuis l'âge de 11 ans 2 paquets par jour pendant des décennies. Il chantait également la tête inclinée vers l'arrière, ce qui endommageait encore plus sa gorge. En 2015, il a essayé de réduire sa consommation. Il est passé à un seul paquet par semaine, mais il était trop tard. Cet été-là, il a été de nouveau hospitalisé, luttant pour respirer. Sur Sosnier, il est devenu clair que son corps ne suivait plus sa volonté. Chunk, 10. Il n'a pas ralenti. Il ne le ferait pas. Mais les signes étaient partout. Puis, vint 2013. Lemmy avait des problèmes cardiaques si graves que les médecins ont dû lui implanter un défibrillateur. Toutes ces années d'utilisation de speed avaient finalement fait des ravages. Quelques semaines plus tard, il a développé un hématome et a dû annuler des dates de tournée. Quand il est remonté sur scène, il était plus mince, marchant avec une canne et visiblement plus faible. Au Wacken Festival, il a essayé de jouer, mais a dû quitter la scène plus tôt. Les fans avaient le cœur brisé, mais Lemmy a continué. Il a qualifié son refus d'abandonner d'insolence obstinée. Même lorsqu'il disait dans des interviews qu'il était en train de mourir, il en riait. Il détestait vieillir. Il disait que c'était la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. Et même lorsque les médecins le suppliaient d'arrêter, il ne voulait pas abandonner la vie qu'il avait vécue pendant plus de 40 ans. Et puis, il y avait le côté de Lemmy, que peu osaient contrarier. Il ne se contentait pas de ne pas aimer certains groupes, il les détestait. Il avait un profond ressentiment envers The Clash, les qualifiant de faux rebelles, issus de milieux privilégiés. Ils sonnaient comme de la vieille musique déguisée en punk, a-t-il déclaré en 2009. Il a fait l'éloge des Ramones, mais pensait que The Clash faisait juste semblant d'être en colère. À ses yeux, ils n'avaient pas assez souffert pour écrire du vrai rock. Il a dit la même chose à propos des Rolling Stones. Il les a appelés des fils à maman et a dit que leurs concerts étaient affreux. Il les a vus jouer une fois à Hyde Park en 1969
et a dit que Mick Jagger était désaccordé et portait une robe. Pour Lemmy, les Beatles étaient la vraie affaire. Ils étaient issus de la classe ouvrière et leur musique a changé le monde. Il ne supportait pas non plus le nu metal. Des groupes comme Limp Bizkit et Tool représentaient tout ce qu'il n'aimait pas dans les années 1990. Il pensait qu'ils étaient axés sur les tendances, pas sur la vérité. Il n'écrivait pas à partir de la douleur ou de la vie. Il suivait des formules. Il ressentait la même chose à propos de Radiohead et Coldplay. Ce ne sont pas des groupes de rock, a-t-il déclaré en 2010. En 2010. Chunk 11. Ce sont des sous-émaux. Même lorsque quelqu'un a dit que Radiohead avait évolué, il a levé les yeux au ciel. Assez juste, a-t-il admis, mais ce n'est pas du rock and roll. Lemmy a dit qu'il savait reconnaître le vrai rock quand il l'entendait. Il en écoutait depuis l'âge de 12 ans. Sa colère avait une source plus profonde. En 1975, Lemmy a été viré du groupe Hawkwind. Ce n'était pas juste une bagarre. Ils l'ont laissé à la frontière allemande pour s'être fait prendre avec des amphétamines, alors que le reste du groupe utilisait des drogues différentes. Lemmy avait écrit leur plus grand succès, mais ils l'ont quand même viré. Cette trahison ne l'a jamais quitté. Cela l'a poussé à rechercher quelque chose de pur, quelque chose de réel. C'est pourquoi il a formé Motorhead. C'est pourquoi il ne supportait pas les faux groupes ou les actes axés sur l'image. Tout devait être honnête. C'était la seule règle. Même dans ces dernières années, la colère brûlait. En 2004, après que The Darkness soit devenu célèbre, il les a qualifiés d'actes de nouveauté. Lorsque leur chanteur utilisait des voix de fausset aigu, Lemmy a dit que c'était juste un non-sens tape à l'œil. Ils lui ont en fait interdit l'accès à l'un de leurs spectacles à Los Angeles. C'est devenu tellement tendu que Dave Grohl a dû intervenir et faire la paix. Ils se sont finalement rencontrés au Rainbow Bar et ont mis fin à la bagarre. Mais il n'a jamais fait la paix avec des groupes comme Tool ou Marilyn Manson. Il a qualifié Tool de sans espoir et a déclaré que la scène rock américaine était pleine d'engouement. Il pensait que Manson avait du style mais pas de substance. Bravo à lui pour avoir agacé les gens, a-t-il dit. Mais il doit proposer quelques bons morceaux. Le 13 décembre 2015, Lemmy a eu 70 ans. Ses amis, lui, ont organisé une grande fête au Whiskey A Go Go à Los Angeles. 2 jours plus tard, il a ressenti des douleurs à la poitrine et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Chunk 12. Les médecins ont effectué des tests et ce qu'ils ont découvert était dévastateur. Il avait un cancer. Il s'était déjà propagé à son cerveau et à son cou. Le 26 décembre, ils lui ont dit qu'il lui restait 2 à 6 mois à vivre. La réponse de Lemmy a été calme. « Ah, seulement 2 mois, hein? » Son médecin n'a pas édulcoré la situation. C'est grave et il n'y a rien que quiconque puisse faire. Son équipe a apporté sa console de jeux vidéo préférée du Rainbow Bar à son appartement le 28 décembre, seulement 48 heures après le diagnostic. Lemmy est mort dans son sommeil. Il avait un cancer de la prostate, une arythmie cardiaque et une insuffisance cardiaque. Le monde du rock a été anéanti, mais il y avait autre chose. Derrière la légende, derrière la musique forte et les blousons de cuir, Lemmy avait des regrets. Dans ses dernières interviews, il a admis une chose qui le hantait encore. Il était un père, mais il n'avait pas été présent. Il avait au moins 3 fils. Paul Hinder, son fils avec une femme à Los Angeles, est devenu producteur de musique. Un autre enfant avait été adopté et avait perdu les liens juridiques avec Lemmy. Un 3e aurait pu exister, né d'une relation avec une Française, bien que Lemmy lui-même n'en soit pas sûr. Il a dit un jour que l'enfant ne lui ressemblait ni à lui, ni à l'autre père possible. Peut-être était-ce une tierce personne, a-t-il plaisanté. Après sa mort, le monde s'attendait à ce qu'il ait laissé derrière lui des millions. Mais lorsqu'ils ont vérifié, sa valeur nette n'était que d'environ 528 000. La plupart de son argent avait été dépensé dans les mêmes choses qui alimentaient son image. Whisky, drogue et vie non-stop. Il n'a jamais possédé de manoir.
Il a loué un petit appartement à Hollywood pendant plus de 20 ans. C'est là qu'il